Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur les films, l'ensemble de l'animation japonaise, tout ce que l'on a pu voir derrière nous, tout ce qu'on va pouvoir observer, c'est plus d'une centaine de films pour le moment. Voilà, on va commencer aujourd'hui par un film qui est très intéressant et assez connu je pense, bien que on va le voir son succès a été assez mitigé, on va parler de Millennium Actress. Alors, Millennium Actress, c'est un film de Satoshi Kon, sorti le 28 juillet 2001. Mais fait assez intéressant pour un film d'animation japonais, il n'est pas sorti au Japon d'abord, ce qui est relativement rare. En réalité, il a été diffusé pour la première fois dans un festival d'animation au Canada, en l'occurrence plus précisément à Montréal, le Fantasia Film Festival, si vous ne connaissez pas. C'est tous les ans, là, je crois que c'est depuis 1996, un truc comme ça. Et donc, il y a plein de films d'animation qui sont diffusés chaque année. Et donc, pour la première fois, Millennium Actress a été donc diffusé euh, donc au festival, au Fantasia Film Festival, le 28 juillet 2001. Il sortira donc le 14 septembre 2002, un peu plus d'un an plus tard, au Japon, avant d'être réédité aux États-Unis un peu plus tard en 2003. En l'occurrence, une seconde version sortira bien plus tard au cinéma, puis en DVD Blu-ray en 2019. Mais on va pas se mentir, sur l'ensemble des exploitations qu'il y a eu au cinéma, ça a été plutôt un lamentable échec si on prend d'un point de vue financier. Le film va rapporter à peu près 260 000 dollars à travers le monde, ce qui est relativement très peu, sachant qu'il faut savoir que le film de 8 ans de 7 minutes a coûté 1,2 million de dollars au studio Madhouse pour la production. Donc oui, effectivement, c'est le studio Madhouse qui est à l'origine, comme ce sera le cas de tous les films de Satoshi Kon. En l'occurrence, Millennium Actress est le deuxième film de Satoshi Kon après Perfect Blue, sorti en 1997, et avant Tokyo Godfather, sorti en 2003, et Paprika, son dernier, en 2006. Ça, on aura l'occasion de reparler de ces films. Car le cinéma de Satoshi Kon, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même un très bon réalisateur, bien que ses films ont souvent été un échec d'un point de vue financier. Mais d'un point de vue analytique, ce sont des films qui sont très intéressants, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, par où commencer sur Millennium Actress? Alors déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce film parle grosso modo d'une interview pendant tout le film, où finalement deux journalistes, un qui pose des questions et un qui est là pour filmer, vont suivre la vie d'une actrice qui est à la retraite maintenant. Ils vont la suivre pendant toutes ses aventures sur tous ses films, entre grosso modo son enfance jusqu'à ses 40 ans, je crois, où elle arrête sa carrière. En l'occurrence, quand on la retrouve, elle a 70 ans, donc à peu près à l'époque où le film sort, quoi, donc grosso modo la fin des années 90. Donc voilà, l'actrice, en l'occurrence Shiyoko, euh, elle, euh, elle est donc née dans les années 30, et on a directement ce contexte où on voit qu'elle a grandi dans un Japon impérialiste déjà touché par la guerre. Où on voit dès les premières séquences de quand elle commence à raconter sa vie, on voit directement cette présence extrêmement forte du Japon impérial, où elle va commencer à réussir à forger sa carrière, à mettre en place son idée de devenir actrice et à pouvoir convaincre sa mère qui était assez réticente, une mère assez conservatrice sur les bords, dans l'idée qu'une femme doit être mariée, machin, tout ça, la mère un peu relou, qui vit un peu dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce film. Et Satoshi Kon va jouer avec ça un petit moment au début du film. Mais donc, Shinoku va réussir à réaliser son rêve et donc à devenir une actrice. Et dès le début du film, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant et qui va nous plonger dans l'univers et l'ambiance générale en fait de tout le film. C'est cette rencontre avec l'homme à la clé. Cet homme avec la clé qu'elle va rencontrer juste après avoir eu, on pourrait dire, l'approbation de pouvoir devenir actrice, donc en confrontation avec un homme qui la percute alors qu'il fuyait la police et qui est gravement blessé, on le voit. En l'occurrence, Shioku va dire au policier qu'il est parti par là, alors que évidemment c'est faux, et va le retrouver dans la forêt qui était juste un peu plus loin.
En l'occurrence, l'homme avec la clé va s'enfermer avec elle dans un endroit assez mystérieux, on sait pas trop où c'est, et ils vont un peu parler tous les deux, et sur un projet de on va se revoir. Et l'homme, qui est assez mystérieux, on n'a aucune idée de qui il est, d'où il vient, etc., donne cette fameuse clé à Shioku, et en disant tu me la redonneras plus tard quand on se retrouvera. En l'occurrence, l'homme se fait repourchasser et Chioku essaie de le re-rencontrer quasiment immédiatement. Et en l'occurrence, il y a toute cette course de Chioku pour aller chercher cet homme qui part dans un train pour la Mandchourie et elle n'arrive pas à attraper le train et tombe par terre. Et c'est à ce moment précis que on sait qu'on était dans un film. Et c'est là tout l'intérêt de ce film. C'est que finalement, va y avoir une frontière extrêmement fine entre les films, donc la vie professionnelle de Shioku finalement, et sa vie privée. Au final, il va y avoir un espèce de jonglage entre les deux qui va jamais être clair pendant tout le film. En fait, on ne sait pas. Et c'est bien ça tout l'intérêt, pour essayer de mixer un petit peu entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et en fait, c'est tellement répété ces moments pas clairs où tu dis ah oui, ça c'est sa vie privée, mais en fait tu te rends compte que c'était qu'un film. Que en fait, à chaque fois que t'as une nouvelle scène, tu te dis mais on est dans un film, t'as un doute en fait. À chaque fois. Et plus le film avance, plus t'as un doute, parce que t'as l'impression que ça va se répéter. Et le film est construit comme ça. Sur ce doute permanent, sur si on est dans sa vraie vie ou si on est dans sa vie d'actrice. De qui elle est réellement. D'ailleurs, le titre du film est assez intéressant. Le titre du film, c'est Millennium Actress. Donc l'actrice millénaire, autrement dit, qui aurait du coup vécu pendant 1000 ans. Évidemment, c'est pas le cas, hein. Le film n'est pas fantastique à ce point-là. Elle n'a pas vécu 1000 ans ou un truc comme ça, pas du tout. C'est juste que ces films se sont étalés sur 1000 ans. Enfin, c'est ce que le titre suggère. À vrai dire, on n'a que très peu d'informations sur les époques précises, mais on sait que les premières histoires, à part le tout début qui est leur rencontre avec l'homme avec la clé, ça se passe plutôt dans un Japon qui est plutôt très proche du début de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque du Japon impérial des années 30. Mais après, au fur et à mesure du film, on va plutôt se diriger vers quelque chose de moyenâgeux, de très ancien, qui se passe peut-être au début du 13e, 14e siècle, à vrai dire, c'est difficile à dire. Et on va évoluer évidemment tout le long jusqu'à aller finalement dans les années, je dirais grosso modo 70. À peu près en fait à l'époque où Shioku va vraiment arrêter sa carrière, qui va être son dernier film, celui qui se passe du coup dans la fusée. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi avec cette fusée, c'est que le journaliste a directement regardé ce film avant de partir interviewer cette actrice. Et moi, je trouve ça profondément intéressant parce que il y a vraiment un parallèle entre un tremblement de terre et cette fusée. Au moment en fait où il regarde le film et que la fusée décolle, en fait, il y a un tremblement de terre extrêmement fort qui se met en place dès le début du film. Et en l'occurrence, quand on a ça en tête à la fin du film, on a exactement le même processus quand Shioku va raconter ce passage du film, qui est donc à la fin du film. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on parle de films qui sont à l'intérieur d'un film. Ça fait un peu Inception. Faut essayer de se retrouver un peu dans ce bordel. Et finalement, quand Shioku va raconter l'histoire de ce film, où elle va quasiment se faire écraser par le toit qui s'est effondré, parce qu'il y a vraiment eu un tremblement de terre, ça fait comme si en fait les films de Shioku faisaient écho directement avec le monde réel. Ce qui est assez perturbant. La fin du film fait complètement écho à ça, parce que quand Shioku meurt, à la fin, elle va en fait se retrouver de nouveau dans cette fusée pour aller directement dans les étoiles, pour aller retrouver son bien-aimé. Parce qu'on l'a compris, le bien-aimé qui est donc l'homme à la clé, est une personne qui a existé dans le vrai monde. Et elle va aller le rejoindre, parce qu'on a appris du coup qu'il était mort 30 à 40 ans plus tôt. En l'occurrence, ce qui est encore très bizarre, c'est que l'homme avec la balafre, qui est très reconnaissable, qui dit au journaliste qu'il a tué le bien-aimé de Chioku, c'est un méchant qui est présent dans quasiment en fait tous les films de l'actrice. Donc c'est comme si, en fait, on ne sait pas s'il a tué le personnage ou la vraie personne.
Est-ce qu'il a tué l'acteur? Est-ce qu'il a tué la personne? Est-ce que c'était fait partie du scénario? Est-ce qu'on n'est plus dans un film? Mais ce qui est particulier, c'est que ce témoignage de l'homme à la balafre, il est pile dans un moment où on n'est plus dans un film. Et c'est pour ça que c'est perturbant. C'est que tu as l'impression qu'en fait, il y a un méchant dans un film qui se confesse sur l'amoureux potentiel d'une actrice, qui est censé être un méchant dans un film, mais en l'occurrence, on a l'impression que son impact, il a eu lieu dans la réalité. Et le spectateur, en fait, il est perdu, il sait plus. Et à vrai dire, je pense que Satoshi Kon, ça fait partie un peu de son cinéma, c'est le côté extrêmement pas clair des choses. Il aime bien faire ça. Là où Perfect Blue est extrêmement sombre, là on y reviendra, sur les côtés les plus obscurs de la nature humaine, Millennium Actress est un petit peu plus positif, où finalement on passe des meilleurs moments, c'est plus de la détente, etc. Même si le film finit finalement mal, où on apprend qu'en fait Chiyoko a cherché son amoureux pendant 30-35 ans, en vrai dire on ne sait pas combien de temps exactement, alors qu'il était mort. Et finalement, elle part le rejoindre en repartant du film où elle s'est arrêtée, donc le film où elle a pris sa retraite, celui avec la fusée, après le tremblement de terre. Elle repart de là où elle était pour aller le rejoindre dans les étoiles. Donc finalement dans la mort, mais qu'on a compris qu'elle était morte. Un autre point intéressant sur ce film, c'est aussi tout l'aspect de Ganya. Donc j'ai dit le journaliste à chaque fois, l'intervieweur, mais c'est Ganya. Euh, Genya, c'est un personnage qui est très intéressant parce que on sait que c'est un admirateur depuis toujours de Shioku, qu'il est probablement amoureux d'elle. Ça se voit clairement sur sa jalousie qu'il a envers le producteur. Il me semble que c'est le producteur des films. Non, ou le réalisateur, je sais plus. Mais il est jaloux parce que justement, on ne sait pas pourquoi au début, mais le réalisateur, on se rend compte qu'en fait, il se rapproche de Shioku. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre eux? Oui, parce que finalement, ils vont se marier. Même si on sent que Shioku est toujours profondément amoureuse enfin de celui qui cherche. L'homme à la clé. Même si elle a fini par l'abandonner le jour où on lui a volé sa clé pour qu'elle y arrête d'y penser en fait simplement. Donc Genya, ce que je voulais dire avec lui, c'est il est profondément amoureux et c'est que cette Shioku ne va jamais le remarquer et va toujours être profondément attachée à l'homme qu'elle n'a jamais pu connaître jusqu'à ce que cette révélation sur sa mort lui soit faite alors qu'elle a 70 ans et finalement que je pense qu'elle en est morte en fait. Elle en est morte de chagrin. Et finalement le pauvre Genya se retrouve tout seul alors qu'il a caché son amour pour elle pendant probablement 35 ans. C'est dramatique en fait cette fin de film, elle est horrible quand on y repense. Et finalement c'est un film qui finit mal. Et quand je vous dis, quand vous avez vu ce film et vous vous dites que c'est peut-être le film le moins déprimant de Satoshi Kon, tu te dis, si on compare à Paprika et Perfect Blue, je pense que c'est assez clair que Paprika et Perfect Blue sont beaucoup plus tristes que, que Millennium Actress. Tokyo Godfather, il est peut-être un peu moins pire, je dirais. C'est plus tourné vers la comédie. C'est un peu plus jovial, je dirais, mais c'est pas non plus l'éclate, on va pas se mentir. Ça reste quand même sur fond de teint assez déprimant. Satoshi Kon, c'est pas rigolo, hein. On va pas se mentir. Donc en résumé, c'est un film qu'il faut voir absolument. C'est un très bon film d'animation. Euh, il faut regarder avec attention tout l'aspect de l'amour caché de Ganya. Toute cette mise en scène et cette particularité de on ne sait pas si on est dans le film ou si on est dans la réalité. Il faut jongler entre les événements. Il faut peut-être regarder plusieurs fois le film pour bien le comprendre. Même s'il est assez court, hein, finalement 87 minutes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. 1h27, ça va, c'est pas trop long. Cet amour de Shioku, cet homme à la clé qui est extrêmement mystérieux, le parallèle film-réalité. Bref, un film qu'il faut voir, mais qui, comme tous les films de Satoshi Kon, n'a jamais eu le succès qu'il mérite. Même s'il a été récompensé et dans le Noboru Fuji, c'est pas suffisant à mon sens. Ce film n'est peut-être pas assez connu, c'est clair que c'est pas un grand classique comme on aurait pu y penser avec les Ghibli notamment. C'est pas un film qu'on retiendra, et je pense qu'honnêtement, parmi les grands films d'animation japonais, si on enlève les Ghibli, je pense pas que ce soit Satoshi Kon que la plupart des gens pensent en premier. Je pense que les gens pensent surtout à Akira ou peut-être à des films extrêmement récents.
surtout de Makoto Shinkai et de Mamoru Hosoda. Certainement surtout ceux-là. Si on enlève évidemment les Ghibli et les Hayao Miyazaki qui reviennent évidemment toujours en premier. En bref, mon avis personnel sur ce film, honnêtement, c'est un super film. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré la construction scénaristique, comment il a été travaillé. L'animation est correcte, mais bon, il n'y a rien de dingue à noter sur les décors ou sur quelque chose comme ça. On voit que c'est pas non plus l'immense travail, mais c'est très propre pour un film de 2001. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bref, un film que j'ai bien aimé, qui m'a beaucoup touché. Honnêtement, j'étais peut-être un petit peu récalcitrant sur l'idée au début, c'était un peu chaotique, mais finalement le film a su être émouvant, à nous raconter une histoire d'une manière magnifique, et surtout avoir une fin qui restera gravée dans la mémoire. Parce que honnêtement, cette fin, elle est juste dramatique. Et voilà, c'est tout déjà pour Millennium Actress. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à plus tout le monde.